Alors voilà, il y a 475 ans exactement, 475 ans, en France, ici même, en Sorbonne, un ironiste, un parodiste, un satiriste, un latiniste, un helléniste, un humaniste, un auteur, voyait ces deux livres mis à l'index. Deux livres qui parlaient d'éducation, d'esprit critique, d'éthique et même de politique. Deux livres qui parlaient de ce dont il a été question ici pendant ces 2 jours. Ces livres, vous savez, c'était Gargantua et Pantagruel, mis à l'index, pour le dire en termes plus contemporains, interdits par la Sorbonne. Et c'est donc assister à un spectaculaire retournement de l'histoire que de voir, 475 ans après les aventures de Rabelais, la Sorbonne se transformer en refuge, aujourd'hui, en Thébaïde, pour les adorateurs de l'Antiquité. Les voir ici réunis, sortis des catacombes, quelques méchants esprits administratifs qui s'étaient autoproclamés modernes avaient voulu les condamner, ça fait plaisir. Ces méchants esprits avaient motivé leur rejet de cette altérité, ce goût de l'ancien, de l'antique, du vieux, du classique, par le conservatisme qui serait, prétendait-il, inhérent à l'enseignement, à l'apprentissage du latin et du grec, à l'amour, à la passion, prenez le mot que vous voulez, de l'Antiquité. Conservatisme, disait-il. Alors, de bonne foi, j'ai cherché ce qui avait pu motiver cette appréciation des choses, cette oukase contre celle ou celui qui s'intéresse à l'Antiquité. Mais je n'ai pas trouvé. Il serait donc en effet conservateur ces esprits du XVIIIe, par exemple, biberonnés au lait antique, les Montesquieu, les Voltaire, même le pleurnichard Rousseau. Il serait conservateur les pères de la Révolution française auxquels l'Antiquité a fourni son lot de modèles illustres, son réservoir d'exemplaires, d'ancêtres stimulants, des ancêtres choisis, et qui, alors même que la tradition française à l'époque ne reconnaissait d'autre autorité que celle du roi et du seigneur, puisque le roi était oint par le seigneur, ces pères avaient inventé, stimulés par la fréquentation des anciens, le concept de souveraineté nationale. Le principe de toute souveraineté résidant dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. C'est l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et c'est presque du droit romain. Il serait conservateur aussi Michel Foucault, l'auteur de Surveiller et punir, celui qui fonda le groupe d'information sur les prisons, qui permit aux prisonniers de s'exprimer sur les conditions de leur incarcération, faisant entrer clandestinement des questionnaires dans les prisons et permettant que la presse quotidienne, la radio, soient utilisés dans ces prisons. Conservateur, donc, l'auteur de l'usage des plaisirs et du souci de soi, où il développe cette nouvelle vision hédoniste, stoïcienne de la sexualité, nourrie par la lecture, lui aussi, des textes antiques, et de ceux des pères de l'Église, Clément Alexandrie ou Chrysostome. J'aimerais le lire, Foucault. L'acte sexuel dans le monde antique est pensé comme bloc paroxystique, unité convulsionnaire, où le ou les individus s'abîment dans le plaisir du rapport à l'autre, au point de mimer la mort. Ce bloc a été dissocié dans le christianisme par des règles de vie, des arts de se conduire et de conduire les autres, des techniques d'examen, des procédures d'aveu, par une doctrine générale du désir, de la chute, de la faute. Et ça serait conservateur. Conservateur aussi peut-être Camus, l'homme qui a apporté les noces du soleil et du tragique grec dans notre littérature et qui disait, utilisant ce mot magnifique, tiré du grec, que la pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Conservateur enfin, Paul Veyne, virgilien, normalien, agrégé de grammaire, professeur honoraire au Collège de France, ami de René Char, promu homosexuel d'honneur par le même Michel Foucault, qui l'adorait, marié 3 fois, dit-il, comme Cicéron, César et Ovide, alpiniste confirmé, communiste défroqué, non-conformiste assumé, esprit rétif à tout embrigadement, grand cœur, gueule cassée, et qui très jeune avait décidé de ne vivre que pour ceux qu'il jugeait intéressants. C'est son mot. Depuis exactement que tout petit, à 8 ou 9 ans, dans la terre de sa Provence natale, il était tombé sur un tesson d'enfant romaine, et qu'il eut l'impression qu'il était tombé du ciel, ce morceau, comme un aérolite. Un aérolite. Et je voudrais citer un petit peu ce punk de Paul Veyne, qui a un avis parfois, évidemment, un peu bouleversant, un peu hors des institutions. Seule l'Antiquité païenne éveillait mon désir, dit-il, parce que c'était le monde d'avant, parce que c'était un monde aboli. Et qu'il soit remercié, ici, solennellement, d'avoir donné à tant de jeunes gens l'envie de croire au merveilleux. Paul Veyne, pas vraiment, encore une fois, un conservateur. Alors,
fait de s'intéresser à l'Antiquité faisait de vous un conservateur, à part peut-être du côté de la messe en latin, et encore, ma grand-mère normande, qui n'y allait pas beaucoup, me disait qu'elle trouvait cela très beau, et n'était pas non plus, elle, très conservatrice. Les ficelles de la manipulation antique égale conservateur, voire réactionnaire, étaient énormes et intenables. Comment en effet pouvait-on avoir le toupet de se déclarer moderne contre des anciens qui avaient tout révolutionné, qui avaient changé le cours politique de la France, refaçonné ses sciences humaines? Mais il n'empêche, plus c'est gros, plus ça passe, et en France, hellénistes et latinistes, certains de nos amis songeaient déjà, en riant, à la clandestinité ou à l'exil. En Chine, par exemple, où, sous l'influence du néo-confucianisme, l'étude de notre Antiquité se développe, ou aux États-Unis, où les studia humanitatis sont non seulement prises au sérieux, mais pragmatiquement vues comme un levier à saisir pour actionner les visions qui définiront notre avenir, en nous aidant à réfléchir aux problématiques contemporaines de genre, d'éthique, d'écologie ou de religion. Alors oui, ça fait très plaisir et chaud au cœur et à l'esprit de voir, comme hier et aujourd'hui, tant de gens parler, à travers le prisme de l'Antiquité, de sujets extrêmement contemporains, comme l'éducation, la politique, l'éthique, pas pour ramener tous ces sujets à l'Antiquité et les laisser dans l'Antiquité, mais pour s'appuyer sur l'Antiquité, pour bel et bien penser le contemporain, penser mieux, parce qu'on dialogue avec l'Antiquité, penser mieux et sans doute aussi un peu vivre mieux, grâce à ce dialogue entre les âges qui transcende le temps. Mieux penser pour mieux vivre. Je me disais ça, hier soir, je regardais L'héritage de la chouette, la superbe série de Chris Marker qui est enfin disponible. Le génial cinéaste et agitateur Chris Marker, dont Henri Michaud disait, et je m'en excuse auprès de la Sorbonne, il faudrait raser la Sorbonne et mettre Chris Marker à la place. L'héritage de la chouette, c'était en 1987 et Chris Marker sillonnait le monde, de Paris à Berkeley, au Japon aussi, à la rencontre d'historiens, de philosophes, d'hommes politiques, d'artistes, pour les interroger sur 13 mots de racines grecques: démocratie, philosophie, misogynie, tragédie, et avec eux, questionner l'héritage intellectuel de la Grèce antique, sous le signe de l'oiseau d'Athéna. Il y avait là George Steiner, Jean-Pierre Vernant, Théo Angelopoulos, Julia Sissa, Cornelius Castoriadis, François Lissarag, Michel Serres, John Winkler, qui aurait pu être le nouveau Foucault si le sida ne l'avait pas emporté. Les mots, c'était mythologie, démocratie, philosophie, misogynie. C'est une sorte de grand banquet pour l'esprit, une fête vraiment d'intelligence, de clairvoyance. Et c'est vrai qu'en regardant cette série, je me disais, tous ces gens voient clair. On voit clair dans la chouette, comme la chouette dans la nuit. Et par exemple, il y a cette phrase de George Steiner que je vais citer, très belle. Quelque chose a surgi là-bas, donc là-bas en Grèce. Quelque chose dans cette immense lumière et clarté du jour qui a accentué le mystère de la nuit. Cette phrase de George Steiner, évidemment, elle nous donne envie, magnifiquement envie, d'aller y voir de plus près dans ce mystère, avec la lampe de nos curiosités. Je cherche un homme, comme disait l'autre. J'y pensais aussi à ces questions de contemporain et d'antiquité, et de vivre mieux, en pensant mieux, en lisant le si stimulant et si sincère livre de la jeune helléniste italienne Andrea Marcolombo, qui présentait d'ailleurs son livre ici même il y a quelques mois, qui, dans son nouveau livre, La Misura Heroica, pas encore traduit en français, relie le mythe des Argonautes, un mythe bien plus ancien que l'Iliade et l'Odyssée, au point qu'Homère disait de l'histoire des Argonautes qu'elle était bien connue de tous sans avoir besoin d'explication. Elle se sert de ce mythe pour interroger les possibilités d'un héroïsme contemporain, en soulignant cette absurdité, ce gâchis, mais il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, pour agir. Comment avons-nous pu oublier des principes aussi essentiels que connais-toi toi-même ou rien de trop? Et j'aimerais la citer, Andrea Marcolombo. Découvre ta propre mesure, la raison pour laquelle tu es au monde, et qui rend cette vie irremplaçable digne d'être vécue. Elle y cite aussi dans ce livre Dante, lui aussi nourri d'antique, qui dans le paradis de la Divine Comédie écrit « Où voulons-nous aller aujourd'hui? Préférons-nous rester sur une piccioletta barca, une petite barque, rester à flot sans jamais nous choisir nous-mêmes, ou bien sur un navire solide comme Arco et faire de grandes choses? Quel voyage sommes-nous réellement en train de faire aujourd'hui? Où allons-nous? » Est-ce qu'elle n'est pas là la véritable modernité? Dans une humilité intelligente, intellectuelle, pragmatique, à reconnaître, à
à reconnaître qu'il y a eu des gens avant nous, qu'ils ont pensé avant nous, qu'ils n'ont peut-être pas pensé que des bêtises sur ce qui est commun à eux et à nous, c'est-à-dire notre statut de mortel, notre envie de ne pas mourir, notre rapport aux autres, nos peurs, nos désirs, nos rêves, notre violence, des anciens peut-être, oui, de précieux anciens, pour être encore plus modernes. En quelques mythes, l'Antiquité a embrassé tout le champ de l'expérience humaine, en 5 ou 6 mythes, et nous l'a transmise. Pouvoir, aventure, risque, vengeance, meurtre, tout ça est dans l'Oedipe, Thieste, Médée, Antigone, Icare, Tirésias, le premier des gender fluids. Et je cite, permettez-le-moi, il y a encore dans la série de Chris Marker, Cornelius Castoriadis. Cette image de la Grèce, pays de la mesure, de l'harmonie, est une ânerie sans fond. La Grèce, c'est le pays du meurtre, de l'inceste, où Oedipe, pour découvrir la vérité, doit crever ses yeux. Si les gens ne comprennent pas des symboles aussi parlants, que peut-on faire? Je le cite parce que cette phrase, elle exagère, mais elle réveille que tout est bon quand ça nous réveille. Et elle rappelle cette phrase, l'étrangeté de ce monde antique, sa sauvagerie aussi, qui a été dite par Échille, par Euripide, par tous les grands tragiques. Elle nous rappelle qu'il faut aussi que nous, on change notre regard sur l'Antiquité. L'Antiquité n'est pas un tiroir qu'on ouvrirait, un peu comme dans une vieille maison, pour retrouver le parfum rassurant d'un passé dont nous aurions hérité, évidemment fantasmé. Il n'est pas un tiroir et il n'est pas un miroir. Et c'est en cela que ces états généraux de l'Antiquité sont une occasion unique de sortir des débats périmés et toxiques sur nos racines, notre identité culturelle, pour essayer de faire plutôt de l'étude et de la familiarisation avec ce passé ancien étrange, si proche et si lointain, comme le dit très très bien Mauricio Bettini dans un livre qui va paraître en septembre. Donc faire de ce passé ancien, étrange et proche à la fois, je le cite, le moyen de tenir ensemble 2 aspects de l'expérience contemporaine qui risquent sinon de se séparer de façon dramatique quand ils n'entrent pas en conflit l'un avec l'autre. La sauvegarde de la mémoire et de l'identité d'un côté, et de l'autre, l'expérience de l'altérité. Et c'est sur ce mot, altérité, l'autre, que je voudrais terminer. Car la connaissance, même la reconnaissance de l'ancien monde, pourrait bien nous aider à la connaissance et à la reconnaissance du nouveau monde, celui qui vient. Ces mondes anciens, ces mondes antiques, l'Antiquité, furent aussi des lieux où c'est déjà expérimenté avant aujourd'hui, le métissage, l'hybridation, la perméabilité entre des univers qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir ni à se dire. L'Empire d'Alexandre ou les royaumes hellénistiques furent des espaces interculturels. Les Égyptiens, les Perses, les Scythes, les Indiens se connaissaient, même s'ils prenaient aussi la mesure de leurs différences. Et la Grèce elle-même n'était pas un bloc de marbre immaculé, et les sculptures, rappelons-le, n'étaient pas blanches, mais pleines de couleurs. Et voir ça, ça a été reconstitué dans certains musées, c'est aussi faire une expérience de l'altérité avec ce qu'on pensait qu'était la Grèce. Alors sans doute, il est venu le moment peut-être de faire naître une nouvelle pratique des humanités, moins centrée sur nous, plus tournée sur l'autre, plus ouverte au monde tel qu'il est, non tel qu'on le rêverait, tel qu'on rêve qu'il était. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourra agir sur lui. Peut-être comme ça qu'on pourra vraiment être moderne, qu'on pourra vraiment être ancien. Et je voudrais terminer pour vous dire que l'autre jour, j'étais avec un grand poète, un poète arabe, qui me parlait des mystiques arabes, qui me disait, tu sais Christophe, la culture, c'est ce qui offre l'expérience de l'autre. Il me disait, dans la tradition mystique, l'autre est une dimension du moi, car le moi ne peut exister sans l'autre. Comment s'appelle-t-il ce poète arabe? Il s'appelle Adonis, comme l'amant d'Aphrodite. Alors évidemment, j'ai décidé de le prendre au mot, surtout quand il écrit ces phrases. Me suivras-tu, mon corps et mon chemin? Me suivras-tu, mon corps et mon ciel? J'ai ouvert tout grand les couloirs de l'espace.
J'ai dessiné derrière moi mes cils, route menant vers une idole antique. Je vous remercie.